C'est une figure mondiale de l'écologie, une icône de la cause animale qui vient de disparaître. La primatologue Jane Goodall nous a quittés cette semaine à l'âge de 91 ans, laissant derrière elle un héritage fort sur nos connaissances des grands singes notamment, mais plus largement sur notre rapport aux animaux. Plus de 60 ans de travaux pour révolutionner notre regard sur cette espèce, notamment combattre l'arrogance des humains, comme elle le disait, dans une sorte de bras de fer avec la science qu'on va essayer de décrypter. C'est celle qui a appris à parler le chimpanzé, nous a aussi expliqué qu'il ressentait des émotions et que les émotions avaient toute leur place dans la science. On va revenir sur cette révolution qui a traversé d'ailleurs les espèces avec nos invités ce matin. J'accueille à distance Sabrina Krief. Bonjour. Bonjour. Vous êtes primatologue vétérinaire, professeur au Muséum national d'histoire naturelle et autrice de ce livre Chimpanzé, mes frères de la forêt, paru aux éditions Actes Sud en 2019. À mes côtés en studio, Emmanuelle Puydebas. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle, spécialiste de l'évolution des comportements animaux. Je cite votre dernier livre, Les oiseaux se cachent-ils pour mourir? Les animaux et la mort, paru cette année aux éditions Delachaux et Niellé, avec les illustrations d'Arnaud Raphaëlian. On aura l'occasion d'en reparler. Sabrina Krief, si vous êtes la primatologue que vous êtes aujourd'hui, est-ce la faute de Jane Goodall? Dit autrement, est-ce qu'elle a été un modèle pour vous? Oui, bien sûr. En fait, au tout début de mes travaux en tant que jeune vétérinaire, je ne suis pas partie sur le terrain avec l'objectif vraiment d'étudier les chimpanzés, mais plus de comprendre s'ils pouvaient survivre alors qu'ils étaient orphelins dans un milieu tel que la forêt. Donc j'ai fait un suivi plutôt sanitaire et en fait, au retour de cette première expédition de 6 mois, j'ai rencontré dans l'avion Jane Goodall. Donc c'était assez étonnant. Donc c'était en 98 et puis par la suite j'ai décidé de me lancer dans la recherche et c'est là que j'ai pris la mesure du travail de Jane Goodall et que évidemment son travail a ensuite inspiré et modelé la façon dont j'ai abordé l'étude des chimpanzés. Ce qui m'a surtout touchée, c'est le poids qu'elle donnait aux anecdotes, parce que donc même si il n'y a pas un nombre incroyable de publications de Jane Goodall en termes d'articles scientifiques, son livre qui fait plus de 700 pages est vraiment un recueil et aujourd'hui un ouvrage de référence toujours très très actuel. Un modèle aussi pour vous, Emmanuelle Puydebas? Ah oui, et comment? Un modèle de courage, d'amour, de modernité. Jane Goodall, moi, je l'ai découverte pas dans l'avion, mais plutôt dans les livres. Le premier que j'avais lu, c'était Les chimpanzés et moi. J'étais jeune adolescente. Et moi, je l'ai abordé avec un autre type de questionnement, puisque moi, j'avais été fascinée par Yves Coppens dans un premier temps, et cette histoire de Lucie, qui n'était pas classée dans les humains, et je voulais essayer de comprendre pourquoi. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'on utilisait beaucoup l'outil comme argument pour dire qu'un fossile n'était pas un humain. Et sauf que le problème, c'est que lisant Jane Goodall en parallèle, c'est pour ça les articles finalement étaient moins importants que ces livres, je me suis rendu compte que les chimpanzés utilisaient des outils et pourtant ils avaient un pouce court, pas comme Homo habilis, etc. Donc c'est plutôt par cet axe-là et puis par un axe de modernité que je trouvais déjà incroyable parce que ce que finalement j'entendais dans mes cours universitaires était en décalage avec ce que je lisais de Jane Goodall. Donc oui, un aspect évidemment vraiment lié à la générosité, parce qu'il y avait beaucoup d'empathie dans ce qu'elle racontait et dans ses anecdotes qui, pour moi, effectivement, étaient plus importantes que n'importe quel article scientifique. En 1962, cela faisait 2 ans que je passais mon temps à observer les chimpanzés. Je me suis rendue à l'université de Cambridge en Angleterre et ils m'ont dit que j'avais agi de travers. Je n'aurais pas dû donner des prénoms aux chimpanzés mais des numéros. Je ne devais pas parler de leur personnalité, de leur esprit, de leurs émotions parce que tout ça, c'était le propre de l'humain, m'a-t-on dit. Et je ne pouvais pas avoir de l'empathie pour les chimpanzés, sinon je n'étais pas objective. Et la science doit être objective. Mais heureusement, j'ai appris dès l'enfance d'ailleurs que tout ça c'était complètement bidon et j'ai appris en fait auprès de mon chien Rusty. Donc progressivement, la science a commencé à intégrer ces notions, à changer, mais tout cela partait de l'arrogance des humains,
la conviction qu'ils ont d'être distincts du royaume, du règne animal. Et on est de plus en plus dissocié de la nature, on vit dans les villes, on vit dans des réalités virtuelles de plus en plus. Et voilà pourquoi l'Institut Jane Goodall travaille avec des jeunes, notamment dans le programme Roots and Shoots, des racines et des jeunes pousses, pour essayer de comprendre autant que possible la nature. Le franc-parler de Jane Goodall, c'était à l'occasion d'une invitation dans le magazine de l'environnement de France Culture de Cause à effet avec Aurélie Luneau. C'était il y a tout juste un an, en octobre 2024. Vous pouvez d'ailleurs réécouter cet entretien en entier sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Sabrina Krief, elle parle de cette méthode révolutionnaire qui heurte. On lui dit vous agissez de travers quand elle explique ce qu'elle fait sur le terrain. Oui, évidemment, elle a un peu vraiment expliqué en quelques mots tout ce qui lui a été reproché. Le fait, effectivement, de ne pas utiliser des codes ou des numéros pour les animaux, de leur donner des noms, de considérer, d'avoir du mal même à dire it comme on lui demandait en anglais pour parler des chimpanzés, mais bien à les identifier, à dire she et i. Le neutre, en quelque sorte, oui. Voilà, tout ça, dès le départ, elle, en tant que jeune femme autodidacte, elle ne s'est pas auto-censurée. Et c'est probablement ça qui a été révolutionnaire et qui lui a été reproché, mais d'une façon ferme et toujours sûre d'elle. Elle a continué à expliquer, à raconter ce qu'elle voyait avec une rigueur extrême. Donc elle a montré qu'on pouvait effectivement être en empathie avec les sujets, les animaux et les chimpanzés qu'on étudiait, sans pour autant perdre la scientificité de son propos. Et son livre est en cela extraordinaire, c'est parce qu'il est une compilation d'observations extrêmement précises, avec des tableaux, avec des dates, avec des temps vraiment extrêmement précis, des cartes, des dessins, des photos qui illustrent à merveille le comportement des chimpanzés qu'elle observait. Et la rapidité avec laquelle elle a fait ses premières observations, puisqu'elle est arrivée en juillet 1960 à Gombe, dans le parc où elle a étudié les chimpanzés. Et le 2 novembre, elle décrivait déjà l'observation de chimpanzés utilisant des brindilles pour attraper des termites, donc l'utilisation d'outils. Quand on sait qu'aujourd'hui, il nous faut presque 10 ans pour habituer les chimpanzés dans le travail, par exemple, qu'on fait en Ouganda, l'extrême acuité de ces observations dès les premiers jours, en fait, la façon dont elle s'est immergée dans le terrain, c'est extrêmement impressionnant. Emmanuel Puydebas, cette idée de l'outil, c'est véritablement ce qui révolutionne son observation, parce que nous, on ne se rend pas compte de ce qu'elle faisait vraiment sur le terrain et comment elle s'immergeait, comme vient de le dire Sabrina Krief, dans ces populations de chimpanzés. Ah oui, pour moi, c'est une révolution. Hein. Moi, quand j'ai commencé, j'ai pas commencé par la biologie de l'évolution, j'ai commencé par l'anthropologie et la paléoanthropologie, et on nous expliquait vraiment que l'outil, ça définissait l'espèce humaine. Et d'ailleurs, à l'époque où Louis Leakey envoie Jane Goodall recenser les chimpanzés, quand des fossiles d'hominidés sont trouvés, s'il y a des outils pas loin des fossiles des ossements, on attribue ça forcément à la lignée humaine. Hein. Donc ça a été révolutionnaire ce qu'elle a découvert. Ça a permis vraiment de redéfinir l'humain et puis de redéfinir les origines de l'outil. Il n'y avait aucune raison pour que l'outil soit une invention humaine. Ça, c'était vraiment une révolution. Et le fait de donner des prénoms aux animaux, de leur attribuer une personnalité de manière indirecte dans un premier temps, juste entre guillemets en leur donnant des prénoms, ce qui était une révolution à l'époque. On a encore des débats là-dessus aujourd'hui. Hein. C'est pas encore bien acquis. Hein. C'est-à-dire que quand elle dit dans l'archive qu'on a entendu tout à l'heure que ça a changé, il y a encore aujourd'hui des réticences vis-à-vis de ces méthodes en quelque sorte. Oui, il y a encore des réticences, y compris dans le fait d'avoir de l'empathie pour les individus qu'on étudie. Et ça, je trouve ça dommage parce que effectivement, c'était d'une extrême modernité de sa part et ça a ouvert aussi des champs de recherche.
recherche. Quand elle donne des prénoms, ça ouvre des possibilités sur les hypothèses que les individus et les animaux, d'une manière générale, ont des personnalités. Et c'est extrêmement important. Ça a ouvert vraiment l'étude de l'individu et pas seulement du groupe. Ça a ouvert aussi des travaux sur la conscience. J'en parle dans mon dernier bouquin. L'exemple de Flint, il m'avait bouleversée quand j'ai lu. Sabrina doit connaître ça par cœur aussi. Racontez-nous. Il y a une image d'ailleurs qui tourne sur Internet où on voit Jane Goodall qui tend la main vers Flint. Moi, ça m'a fait beaucoup pleurer. Flint, c'est un chimpanzé. Flint, c'est un chimpanzé, un petit chimpanzé qui était très proche de sa mère, Flo. Et Flo, quand elle meurt, alors de vieillesse, de maladie, je ne sais pas, Sabrina en sait peut-être plus aujourd'hui, mais quand Flo décède, Flint, c'est une catastrophe. Et en fait, il va finir par en mourir. Il s'alimente plus, il a les yeux dans le vide, comme disait Jane Goodall. Et Jane Goodall a osé dire qu'il était mort de chagrin. Donc ça veut dire, ça sous-entend la conscience de la mort de l'autre. En l'occurrence, l'autre, c'est sa mère. Ça sous-entend le chagrin et une compréhension que l'autre ne reviendra pas, une irréversibilité de la mort. Et cet exemple-là, il est extrêmement moderne aussi. Elle a osé dire ça. Et en fait, ça a ouvert tout un... Je pense, et chez Sabrina aussi, déjà, le courage d'avoir des gens qui vont continuer à aller sur le terrain. Moi, je suis admirative de Sabrina Krief à un point que vous n'imaginez même pas. Et ça a ouvert aussi des champs de recherche qu'on n'osait pas aborder. Moi, j'ai donné des prénoms aux animaux que j'ai étudiés. Alors, les grands singes pour commencer, mais tous les animaux jusqu'au Bernard l'ermite que j'ai étudiés. J'ai donné des prénoms, pas de manière provocante, mais disant oui, j'assume que chaque individu a une personnalité grâce à Jane Goodall. J'assume que oui, j'ai le droit d'avoir de l'empathie et voire de l'amour pour les individus, de la tendresse, de l'amour pour les individus que j'étudie, quelles que soient les espèces. Voilà, oui, j'assume de parler de conscience de la mort de l'autre. Et je pense que alors, Sabrina écrit sur les chimpanzés, puisque c'est son champ d'étude. Moi, j'écris sur plusieurs espèces dans mes livres. Et effectivement, Jane Goodall revient tout le temps dans nos bouquins, tout le temps, pour toutes ces raisons qu'on a évoquées. Parmi les critiques, Sabrina Krief, évidemment, c'est la chercheuse, la scientifique ne doit pas s'attacher aux animaux. C'est un biais pour la science, c'est ça ? Évidemment, il y a cet aspect-là. Il y a aussi le fait qu'on étudie donc des individus, un petit nombre d'individus. Donc moi, après mes études vétérinaires, j'ai fait un DEA d'écologie. Et au moment de ma soutenance de DEA, je me suis entendue dire vous avez étudié quelques individus, on a déjà eu Jane Goodall, on n'a pas besoin d'une seconde Jane Goodall. Donc même 25 ans après les découvertes incroyables dont on vient de parler, on avait toujours cette critique de l'observation individuelle et du fait que la description de personnalités et donc de chimpanzés qui pouvaient, par l'anecdote, répéter donner des informations scientifiques vraiment pertinentes était toujours questionnée par nos encadrants. Qu'est-ce que ça veut dire, Sabrina Krief ? Ça veut dire qu'on considérait que justement, alors vous avez dit 2 fois le mot anecdote, que c'était anecdotique, qu'on ne pouvait pas généraliser et que justement, on considérait les animaux comme une sorte de... et les espèces comme une sorte de masse et que tout le monde fonctionnait de la même manière, quoi. Exactement, et c'est toujours une des visions qui prévaut, c'est-à-dire que si on n'a pas le poids des statistiques, si on n'a pas un nombre important d'individus, on ne peut rien prouver et ça reste une observation parmi d'autres. Et c'est en ça que le livre de Jane Goodall est absolument important, puisqu'il répertorie 26 années. Elle a écrit en 86, alors qu'elle avait commencé ses travaux en 60, et comme on l'a dit, dès le départ, elle a eu des observations qui étaient révolutionnaires, mais elle a attendu ce temps-là pour compiler l'ensemble des observations. Et par exemple, moi, aujourd'hui, quand je fais une observation qui me semble étonnante, un des premiers réflexes, c'est d'aller voir dans Chimpanzee of Gombe si Jane Goodall avait déjà observé ça, comment elle l'avait observé. Et comme le dit Emmanuel, par exemple, dans la relation à la mort ou encore dans les pratiques d'automédication, qui est mon sujet initial de recherche, ou dans l'utilisation d'outils autres que les brindilles, ça reste un ouvrage de référence. Si par exemple je vais voir à quel moment les chimpanzés utilisent des feuilles pour nettoyer leurs blessures, je trouve 10 cas décrits par Jane Goodall où non seulement le chimpanzé utilise une feuille pour lui-même, mais aussi pour un congénère, donc qui est déjà un moyen de montrer de l'empathie, de l'intérêt envers les congénères, et de dire que oui, on observe peut-être que de l'automédication, mais ça n'empêche pas qu'il y ait de l'empathie et de l'intérêt pour les plaies des congénères. Donc la force de ce livre, c'est bien ça.
Emmanuel Puydeba. Oui, je rebondis juste sur ce que dit Sabrina, l'aspect statistique. En fait, effectivement, quand on doit publier, il faut qu'il y ait des réplicas, etc. Il faut qu'on ait observé un comportement plein de fois, sinon c'est difficile, voire impossible de le publier. Ça veut dire que sinon, c'est pas de la science. C'est ça, et ça, je trouve ça... C'est horrible en fait, parce que l'anecdote, c'est pas une anecdote de vie. Quand vous avez à Gombe une maman qui promène, j'en parle aussi dans le bouquin, une maman qui promène son bébé qui est mort parce qu'elle n'arrive pas à s'en séparer. Elle le promène pendant des jours, des semaines, voire des mois, dans certains exemples. Le petit, à la fin, il est parfois momifié. J'appelle pas ça une anecdote en termes de biologie, en termes de comportement, de primatologie, d'éthologie, de tout ce que vous voulez. J'appelle pas ça une anecdote. C'est un événement de la vie qui est dramatique et qui est extrêmement intéressant à essayer de comprendre et de décrypter. Mais statistiquement, c'est une anecdote. Et ça, je trouve ça dramatique. Il faut pas oublier qu'on étudie la vie, en fait. On étudie le vivant. Et l'anecdote, c'est étudier le vivant. Il y a un côté péjoratif dans l'anecdote qui me dérange, en fait. On a beaucoup critiqué cet anthropomorphisme, le fait d'appliquer des critères humains aux animaux. Pourquoi est-ce que cette réticence, elle perdure parfois, Emmanuel Puydeba et puis Sabrina Krief? Elle perdure parce que c'est vrai qu'il y a un biais dans l'anthropomorphisme, dans la mesure où on interprète avec notre cerveau à nous, d'humain, avec ses faiblesses aussi, on a tendance à projeter, vous avez une vache qui tombe d'une falaise, elle s'est suicidée. Non, elle s'est pas suicidée, vous voyez. C'est entre guillemets plus simple que ça dans cet exemple-là. Mais du coup, inversement, la peur de faire de l'anthropomorphisme peut nous conduire à passer à côté de certains comportements. Et ça, c'est dommage. Je veux dire, la science pose des questions et pose des hypothèses. Et moi, je pars du principe qu'il faut poser des hypothèses positives. Après, on peut les tester ou pas. Voilà, la vache est tombée d'une falaise. La question et l'hypothèse aurait pu être, est-ce qu'elle s'est vraiment suicidée? Oui, non. Et on peut très bien dire, on peut très bien partir du postulat, oui, peut-être. Et à ce moment-là, par contre, toute la difficulté, c'est de trouver les protocoles qui vont permettre de répondre à cette hypothèse, de la tester. Et parfois, on n'a pas les moyens de le faire. Il faut accepter qu'on n'aura pas réponse à tout. Mais l'anthropomorphisme a fait du mal, mais la peur de faire de l'anthropomorphisme, à mon avis, on a fait plus. On est passé à côté de plein de comportements, l'empathie, la coopération, l'altruisme, etc., à cause de cette peur de l'anthropomorphisme. La science pose des hypothèses et il faut se priver d'aucune hypothèse, à mon avis. Sabrina Krief. Oui, et France Deval d'ailleurs l'avait tout à fait souligné aussi, c'est-à-dire qu'en se privant de ce type d'observation, on devient aveugle. L'autre chose importante aussi de la façon dont Jane Goodall a appréhendé les choses, c'est ce qui a ouvert à la notion de culture, c'est-à-dire que c'est non seulement le fait d'utiliser des outils, mais de montrer qu'elle décrivait des individus, une communauté, un groupe dans un environnement. D'ailleurs, elle a eu vraiment l'idée géniale d'appeler ça Chimpanzee of Gombe et de bien montrer qu'elle ne décrivait pas les chimpanzés en général, mais bien des patterns de comportement d'un groupe et d'individus, ce qui a permis à tous les autres chercheurs de développer leurs recherches sur leur propre site et de montrer la variabilité de ces comportements et de dire que ce qu'elle avait décrit pour Flynn, Flo et les autres, c'était pas une généralité, c'était pas une essentialisation du comportement des chimpanzés. Tous les chimpanzés ne font pas la guerre, tous les chimpanzés n'utilisent pas des baguettes pour prendre des termites. Non, les chimpanzés que j'étudie utilisent des baguettes avec des pinceaux pour aller chercher du miel. Et l'année dernière, quand je l'ai rencontrée, je lui ai donné un outil de chimpanzé utilisé à Sébitoli et elle a été étonnée. Elle m'a dit, tiens, cette brosse au bout, c'est pour quoi faire? Elle m'a dit c'est donc pour utiliser pour prendre du miel. Et elle avait toujours ce regard émerveillé et ce questionnement, c'est-à-dire que elle n'était pas dans la certitude, elle savait qu'elle avait étudié certains individus, comme un ethnologue va dans une ethnie, une société lointaine et en tire des informations sur la société humaine, mais pas sur l'humanité en général. Et ça, aujourd'hui, on a toujours des réticences à accepter que les animaux aient des cultures, qu'il y ait une transmission, que ce n'est pas juste automatique, qui nous sont toujours opposés par les anthropologues et parfois des scientifiques tout à fait reconnus. Pour certains chercheurs, la culture animale reste quelque chose toujours d'anecdotique et de superficiel, qui n'a absolument rien à voir avec celle des humains. Mais oui, effectivement. Et d'ailleurs, la culture des chimpanzés n'a rien à voir avec celle des dauphins, des baleines ou des éléphants. Et l'utilisation ou la relation à la mort n'est pas la même chez les chimpanzés, chez les fourmis et chez les chiens.
Jane Goodall, défenseuse de la cause animale, ça on l'a bien compris, mais aussi je disais figure de l'écologie parce que Emmanuelle Puydebas, comme vient de le dire Sabrina Krief, elle étudie l'individu aussi dans son environnement et ça a fait avancer aussi d'autres idées comme la protection de l'habitat, comme effectivement l'idée de vivre dans un endroit, quoi. Ah oui, ça c'est sûr que là aussi, hein, pleine de modernité. Elle va très tôt défendre l'environnement, défendre la biodiversité et s'impliquer localement dans un premier temps à montrer que un chimpanzé, la vie d'un chimpanzé n'a de sens que si son habitat est préservé. Et donc petit à petit, oui, elle va avoir un rôle local et puis qui va s'étendre jusqu'à sa notoriété qu'on connaît aujourd'hui. Mais oui, c'est certainement que c'est valable pour tout le monde, hein, éthologue, biologiste, peu importe. Dès qu'on travaille sur les animaux, ça n'a de sens que si l'habitat est préservé. Et aujourd'hui, les habitats, bien sûr, sont malmenés et ça change le comportement des individus. Ça a évidemment une influence sur leur potentiel de survie. Et en ça, elle a été extrêmement moderne aussi. Ma dernière question, il nous reste 30 secondes. Simplement, elle a employé le terme l'arrogance des humains. Est-ce que cette arrogance est toujours d'actualité? Sabrina Krief, vraiment en quelques mots. Oui, l'arrogance est toujours là et c'est bien cette humilité qui la caractérise. Juste pour rebondir sur la conservation, elle a aussi montré qu'on pouvait être chercheur et engagé militant. Et ça aussi, c'est vraiment très important et ça reste aussi quelque chose qui est toujours reproché aux chercheurs, de sortir de leur cadre de confort et de ne pas s'adresser qu'à leur pairs, mais bien au grand public et de montrer et de partager en fait ces observations fascinantes qu'elle faisait. On va continuer cette conversation juste après le journal Conversation passionnante sur l'évolution aussi des rapports entre les humains et les animaux, juste après le journal de 8h dans quelques instants. Les matins du samedi, Nicolas Herbeau. Nous poursuivons ce matin notre discussion sur l'évolution des rapports et des relations entre l'homme et l'animal, émission inspirée par le travail de la primatologue Jane Goodall qui est décédée cette semaine à l'âge de 91 ans et dont on a décrit le travail et les découvertes en première partie. Nous sommes toujours avec Sabrina Krief, primatologue, vétérinaire, et avec Emmanuelle Puydebas, spécialiste de l'évolution des comportements des animaux. On a été beaucoup dans la nature, on va y revenir dans l'environnement sauvage si je puis dire, mais il y a d'autres espaces pour observer les animaux, et notamment les zoos, Emmanuelle Puydebas. Les zoos qui sont de plus en plus critiqués aussi, mais qu'est-ce qu'on observe dans les zoos? Est-ce qu'on peut observer véritablement la vie et le comportement d'un animal? Alors oui, on n'observe pas la vraie vie. La vraie vie d'un animal, ça reste quand même son milieu naturel, évidemment. Néanmoins, ça peut être très complémentaire. On peut discuter évidemment de la moralité derrière des animaux qui sont enfermés, mais scientifiquement parlant, oui, c'est complémentaire. Pourquoi? Parce que en milieu naturel, et Sabrina est bien placée pour le savoir, des fois pour quantifier certaines données, il faut des années, des décennies, voire des siècles. Donc pour répondre à certaines questions, les parcs zoologiques peuvent être un bon outil. Et d'ailleurs, ça peut même parfois mettre en valeur certaines espèces. Je vais vous donner un exemple très concret. Moi, quand j'ai commencé mes études, on m'expliquait que les gorilles étaient les moins intelligents des grands singes parce qu'ils n'utilisaient pas d'outils en milieu naturel. Et dans mes toutes premières expérimentations, c'était aux eaux de Beauval à l'époque, on a mis en place un système qui impliquait d'utiliser un outil pour que les gorilles puissent récupérer des figues écrasées au fond de trous qu'on avait fait dans leurs infrastructures en bois. Et le premier comportement qu'ils ont accompli, ils sont allés chercher les branches, ils ont effeuillé, ils se sont fait des petites brindilles et ils ont extrait les figues des trous. Donc voilà, ça démontrait que dans un contexte où ils avaient besoin d'un outil, ils étaient tout à fait capables de le faire. Donc c'est très complémentaire. Après, évidemment, ça n'enlève en rien les discussions autour de la problématique d'animaux enfermés. Mais d'ailleurs, on a aussi changé le fonctionnement des zoos. On essaie de plus en plus de rapprocher aussi leurs conditions d'enfermement de la vie sauvage. Oui, je ne sais pas si on peut dire ça. En tout cas, de plus en plus de parcs zoologiques, je parlais de Beauval, à la ménagerie du Jardin des Plantes, c'est pareil, au muséum. De plus en plus, les problématiques du bien-être animal, avec Sabrina, on y travaille aussi, sont au cœur de nos travaux de recherche. On parlait de l'utilité des chercheurs. Ça en fait vraiment partie. Comment est-ce qu'on essaye d'améliorer les conditions de vie dans les parcs zoologiques? Ça fait même partie de questions scientifiques en elles-mêmes. On y travaille, j'ai des étudiants qui travaillent dessus, où on allie des questions à la fois scientifiques et d'application
notion bien-être. Sabrina Krief, le bien-être animal, est-ce que c'est une expression qui est récente selon vous? Est-ce que c'est une considération aussi qui est peut-être un héritage de ce qu'a pu nous faire découvrir Jane Goodall? Oui, bien sûr, effectivement, les conditions de captivité, quand on compare, la vie d'un chimpanzé en milieu naturel à celle, d'un chimpanzé, en parc zoologique, évidemment, c'est extrêmement choquant, hein, pour nous qui les voyons au quotidien. Mais néanmoins, comme, Emmanuel le souligne, on tend, vers, une vraie, prise en compte, des connaissances de ce qui se passe en milieu naturel. Donc par exemple, mes travaux sur l'automédication ont été, utilisés, questionnés par la réserve de Sijan ou encore par la ménagerie, du Muséum national d'histoire naturelle, pour mettre à disposition des chimpanzés, des plantes médicinales, alors, de la pharmacopée française, hein, cette fois-ci, mais pour éviter l'utilisation trop intense de médicaments pour qu'ils puissent, eux-mêmes s'automédiquer. Donc, effectivement, il y a une interaction entre, les parcs zoologiques et les chercheurs de terrain pour une amélioration des conditions de vie. Mais néanmoins, et le système social, si on en revient aux chimpanzés, qui nécessite en fait une modification quotidienne et heure par heure du groupe social, les conditions de captivité ne pourront jamais permettre ça. Même si on s'abstrait du fait qu'ils parcourent 10 à 20 km par jour, qu'ils grimpent dans des arbres, etc. Voilà, donc effectivement, ça procure pour la recherche des conditions contrôlées qui peuvent mettre à jour les capacités des animaux, par exemple pour explorer leur environnement. Mais le meilleur laboratoire pour observer les animaux reste leur environnement naturel, à mon avis. Allez-y, Emmanuel. Ah oui, non, non, mais je partage évidemment les propos de Sabrina, comme toujours d'ailleurs. Hein. Nous, j'ai un projet sur les éléphants qui date de plusieurs années. On les a étudiés en parc zoologique et on les a étudiés aussi en milieu naturel. Il n'y a pas de comparaison possible. On va reparler des éléphants dans un instant. Sabrina Krief, on pourrait en parler pendant des heures, mais j'aimerais que vous nous donniez peut-être juste une impression de votre travail d'observation sur cette automédication des chimpanzés. D'abord, de vos conditions à vous, d'observatrice, ça signifie quoi, observer les chimpanzés? Ça veut dire se tenir à distance, ça veut dire s'approcher le plus possible. Comment est-ce qu'on fait? Et là encore, Jane Goodall nous a révélé ce qu'il ne fallait pas faire, et elle a eu l'honnêteté de dire que la façon dont elle l'avait fait n'était pas celle qu'il fallait utiliser aujourd'hui, puisqu'elle avait utilisé des bananes pour pouvoir approcher les chimpanzés et pour pouvoir être au plus près d'eux, les toucher, etc. Donc aujourd'hui, en fait, on a complètement changé la façon de s'approcher des chimpanzés, donc on n'utilise plus du tout de nourriture, on répète les contacts, on va essayer de les trouver. Et donc, moi, j'ai commencé dans un endroit où les chimpanzés n'avaient jamais eu d'observateur avec eux. Et donc, ça prend 10 ans sans l'utilisation de nourriture pour pouvoir être à 8-10 mètres d'eux. Donc, ça veut dire partir le matin vers 5 heures du matin pour être au réveil en dessous des nids, puisque les chimpanzés construisent des nids chaque soir. Et puis, ensuite, passer la journée à essayer de décrypter chacun de leurs comportements, d'observer leur vie sociale, leurs interactions, leur communication et évidemment les plantes qu'ils mangent, donc pour se nourrir ou éventuellement quand ils sont malades pour s'automédiquer. Donc c'est un travail qui demande beaucoup de patience et je dirais d'obstination, mais quand ça porte ses fruits, c'est absolument merveilleux. Et l'observation des chimpanzés n'est absolument pas monotone, il n'y a quasiment aucune routine, on ne sait jamais ce qu'ils vont nous offrir chaque jour. Et il reste énormément à découvrir puisque, comme on le disait tout à l'heure, chaque groupe en fait a ses propres comportements. C'est cette gamme et cette diversité de comportements qui fait qu'on met à jour des cultures et ce qui oriente aussi les stratégies de conservation aujourd'hui. Dans le sens où c'est ça aussi qui était très innovant avec Jane Goodall, c'est qu'on ne peut pas, même si aujourd'hui c'est toujours le cas, proposer de remplacer une partie de forêt qui serait utilisée pour de l'exploitation forestière en compensant par la préservation d'une autre, puisque si on élimine cette partie de forêt, on élimine des cultures de chimpanzés avec, et donc non seulement des connaissances potentielles pour notre propre espèce, mais
plus largement des individus et des cultures qui font le propre des chimpanzés. Sabrina Krief, vous les observez, mais est-ce qu'on sait si eux vous observent ? Oui, bien sûr, ils nous observent, puisque sinon, ils ne mettraient pas autant de temps à vous se accepter. laisser approcher. Et c'est bien le fait qu'ils nous tournent le dos, qu'ils arrêtent de nous détailler, qui nous permet de faire les observations les plus objectives. Et bien sûr, dès que j'ai un nouvel étudiant qui arrive, là, on voit qu'il nous observe, qu'il observe, qu'il détaille son comportement, et ils font tout à fait la différence, par exemple, entre des braconniers qui arrivent dans la forêt et notre équipe. Aujourd'hui, j'ai 35 assistants de recherche qui, au quotidien, travaillent sur le terrain. Ils portent des uniformes verts. Ils ont tous des sacs à dos et la même allure, le pas lent, doux. Et ça, les chimpanzés savent absolument détecter l'approche et ensuite l'individu. Si on a pareil, c'est pas que les étudiants occidentaux qui sont observés, c'est aussi un nouvel assistant. Voilà, donc ils sont extrêmement observateurs et tout à fait à l'écoute de leur environnement et pas que des prédateurs ou des proies. C'est vraiment une sorte de communauté hybride qu'on a nouée avec eux pour ces observations. Emmanuelle Pouleba. Oui, moi, je rebondis sur l'observation. Les éléphants, c'est pareil. En Afrique du Sud, ils savent très bien reconnaître si c'est des braconniers qui arrivent ou des scientifiques. Et on a une collègue primatologue avec Sabrina Dorothée-Fragazi qui s'intéresse aux singes capucins, aux capucins en Amérique du Sud. Et elle-même avait proposé une fois comme hypothèse que certaines populations de singes capucins qui utilisent des outils avaient peut-être appris en observant les populations humaines. Donc voilà, bien sûr, ils nous observent. Il y a tout un tas d'apprentissages qui commencent par l'observation et il n'y a aucune raison, effectivement, qu'ils ne nous observent pas. Donc ils regardent ce qu'on fait et peut-être ils font pareil et parfois c'est une hypothèse. Pour certaines espèces, enfin pour certains groupes, dans certaines espèces, c'est possible. Tout à l'heure, on disait les animaux communiquent. La question du langage a souvent été effectivement la façon de différencier aussi l'homme de l'animal. Jane Goodall qui avait appris à parler le chimpanzé. D'ailleurs, ça veut dire que ils sont les animaux aussi doués que nous, presque, Emmanuelle Pouleba, ou voire plus. Alors, aussi doué, je ne sais pas si ça a du sens de dire ça. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des modes de communication qui sont extrêmement complexes dans le monde animal. Alors, certains, on les comprendra probablement jamais. Mais que ce soit de la communication gestuelle ou sonore, quand c'est des oiseaux, vous avez des communications qui sont extrêmement compliquées. Chez les babouins, on a un collègue en France qui a montré qu'il y avait même de la grammaire dans leur manière de communiquer. Donc, même des notions de tradition, de culture dans le champ de certaines espèces d'oiseaux ou chez les gibbons. Donc vous voyez, c'est extrêmement varié, ça varie d'une espèce à l'autre, mais ce qui est sûr, c'est que les modes de communication sont extrêmement complexes et on n'a pas le monopole de la complexité, certainement pas. Vous parliez de culture aussi et des éléphants, j'aimerais que vous nous racontiez simplement l'histoire des rituels funéraires, puisque c'est notamment ce que vous abordez dans votre dernier livre, les oiseaux se cachent-ils pour mourir. Il y a un rapport à la mort très particulier de certaines espèces. Ah oui, chez certaines espèces, corvidés, chimpanzés, Sabrina aurait plein d'exemples à donner aussi, mais chez les éléphants, effectivement. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça peut dépendre des groupes chez les éléphants. Vous allez avoir parfois des individus qui vont toucher le squelette avec la patte, d'autres avec la trompe. Certains vont parfois recouvrir des ossements avec des branches, avec de la terre. Dans d'autres groupes, vous allez parfois avoir par exemple dans le cas de la mort d'une matriarche, des individus qui vont revenir parfois 1 an après la mort sur le lieu du décès. Donc il y a vraiment rite au sens où ce sont des comportements qui sont différents et qui sont spécifiques à la mort d'un individu. Voilà, c'est pas forcément, faut pas y voir des rituels religieux. Hein. Je saurais pas trop comment le définir chez les animaux, mais en tout cas, ce sont des comportements qui sont spécifiques au décès d'un congénère. Et c'est assez fascinant. Et là aussi, il y a beaucoup d'anecdotes parce qu'évidemment, un individu meurt pas chaque jour dans un groupe d'éléphants, mais les anecdotes mises les unes après les autres font vraiment réfléchir
réfléchir au concept justement de la mort chez les animaux. J'ai une dernière question pour toutes les deux qui concerne effectivement l'évolution du rapport entre les animaux et les hommes, et notamment comment est-ce qu'on les considère. Depuis 2015, on ne considère plus les animaux comme des biens meubles, on leur reconnaît des droits, on leur reconnaît une souffrance aujourd'hui. Certains disent, ou certaines, je refuse de manger des animaux. Est-ce que ça fait partie, pour conclure en quelque sorte, de l'évolution aussi de la représentation des animaux dans notre société, Sabrina Krief? Alors, juste en réaction à ce qui vient d'être dit et en réponse à votre Allez-y. question, je pense qu'on se rend compte que, en fait, l'intelligence des animaux n'est pas forcément décryptable par notre propre espèce. C'est-à-dire que, par exemple, pour la communication, en plus de langage articulé, évidemment, chez les chimpanzés, il y a aussi des signaux que nous, on met extrêmement longtemps à comprendre et qui varient entre communautés. Par exemple, pour faire la cour, les chimpanzés de Sebitoli utilisent des confettis, ce qui, dans la communauté à 10 km de là que j'étudiais avant, n'était pas une pratique connue. Donc il nous faut extrêmement longtemps pour comprendre la finesse de la communication. Des gestes tout simples qui font qu'une mère chimpanzé fait un marchepied pour que le bébé chimpanzé monte sur son dos. Donc voilà, il faut vraiment se rendre compte, et c'est ça aussi quand Jane Goodall parlait d'arrogance, qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire qu'on ne sait pas tout, on n'a pas une hégémonie sur la nature, et surtout il faut accepter le fait que il y a d'autres intelligences sur Terre. Et oui, cela a révolutionné notre façon de considérer les animaux et les autres vivants sur Terre, y compris la faune enfin la flore. Et évidemment, il faut que ça infuse et qu'on arrive à prendre ça en compte dans notre vie de citoyen. Et Jane Goodall, pour y revenir, avait vraiment aussi touché là le point important, c'est l'éducation. C'est l'éducation dans le plus jeune âge. Elle parlait des petits gestes, et on peut ne pas être d'accord et dire que c'est pas suffisant. Évidemment, c'est pas suffisant, mais elle disait aussi que l'apathie et l'absence de réaction et d'action est le pire des fléaux. Merci. Je suis désolé, Sabrina Krief. Je vous coupe parce que je voudrais laisser un dernier mot de conclusion, mais très très court, à Emmanuelle Puy-Debat. Alors, un dernier mot de conclusion, c'est difficile. La première chose qui me vient, c'est que Jane Goodall était végétarienne. Et ça aussi, en termes de modernité, je trouve ça incroyable. Je pense que c'est bien. Et tant qu'il y aura des gens comme elle et comme Sabrina, je croirai en l'avenir. Et ce sera le sujet des bonnes choses demain avec Caroline Brouet sur France Culture. Merci à toutes les deux infiniment d'être venues ce matin. Merci. Emmanuelle Puy-Debat, je recite vos livres. Les oiseaux se cachent-ils pour mourir? Les animaux et la mort, c'est aux éditions de La Chose. Sabrina Krief, merci infiniment. Chimpanzés, mes frères de la forêt, paru aux éditions Actes Sud en 2019.